Elle est une des figures les plus connues au monde. Érigée il y a plus d'un siècle sur un îlot de la baie de New York, tel un phare éclairant le Nouveau Monde, elle est devenue l'incarnation du rêve de liberté porté par les migrants du monde entier. Si fort le symbole qu'on a oublié son histoire. Qui se souvient que la Statue de la Liberté fut d'abord un cadeau du peuple français à l'Amérique. Elle regardera vers la mer, vers l'ancien monde, elle marchera vers la France. Portée par des hommes épris de démocratie, elle fut un objet politique avant d'être une œuvre d'art. I call it Liberty Enlightening the World. Ce projet, aussi absurde qu'extravagant, fut mené sans l'argent d'aucun gouvernement, grâce à l'obstination de son créateur, Auguste Bartholdi. Durant plus de 20 ans, il a surmonté tous les obstacles pour que ce rêve démesuré devienne réalité. Liberté fut un véritable défi technologique, et pendant un temps, le plus grand monument de Paris. Bartholdi, c'est une révolution. Je veux qu'elle soit encore debout dans 1000 ans. Sa construction fut si épique qu'elle faillit ne jamais voir le jour. Elle n'aurait pu exister sans cet artiste visionnaire. Liberté. L'histoire de la Statue de la Liberté commence dans un lieu et un moment sans liberté. Paris, au milieu du 19e siècle, à l'aube de la modernité. Après 70 ans de révolution et de contre-révolution, le pays retrouve une stabilité avec l'avènement du Second Empire. Mais la sécurité qu'apporte la dictature impériale a un prix. La France abandonne une fois encore le rêve d'une république libre et démocratique. En 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République française. 3 ans plus tard, Bonaparte fait un coup d'État pour transformer la République en un empire qui est d'abord autoritaire, c'est le rétablissement de l'ordre, pour pouvoir accéder à la prospérité, une prospérité qui se manifeste par la construction des chemins de fer, qui se manifeste par les transformations de Paris, qui se manifeste également par la croissance industrielle. Et ceux qui défendaient l'idée de liberté l'ont, je ne dis pas sacrifié, mais en tout cas l'ont oublié un moment au profit de la croissance et de l'enrichissement. Napoléon III place les libertés sous contrôle. Il exile ses opposants les plus radicaux, dissout les partis politiques et censure la presse. Il impose une modernisation à marche forcée de la société qui favorise l'émergence d'un nouveau modèle économique, le capitalisme, et d'une nouvelle classe, la bourgeoisie. Regardez-les. Les bourgeois se passionnent pour ce nouveau médium, la photographie. La mode est à la photocarte de visite qui démocratise le portrait. Ces hommes et ces femmes posent tels qu'ils souhaitent être vus, modernes, prospères et sur deux. Ce jeune dandy est un ambitieux sculpteur de 31 ans, originaire d'Alsace. Son nom, Auguste Bartholdi. Il est le futur créateur de la Statue de la Liberté. Mais pour le moment, le jeune artiste cherche à se faire un nom dans un Paris en pleine transformation. Accompagné de son fidèle assistant Simon, il court les rues de la capitale pour honorer son carnet de commandes. C'est une époque bénie pour être sculpteur. Paris est en pleine statuomania. Chaque jardin est orné de sculptures, chaque square, chaque place a sa statue. Napoléon III se sert des monuments publics pour créer un sentiment d'unité nationale et de gloire impériale. Et Bartholdi s'est déjà fait remarquer dès ses 19 ans dans les cercles officiels en réalisant un projet d'envergure, la statue patriotique du général Rapp, héros de la campagne d'Égypte. Commanditée par sa ville natale de Colmar, elle devait être une statue grandeur nature. Mais le jeune homme plein de talent, ayant déjà un goût prononcé pour la démesure, réussit à doubler la taille de sa sculpture
grâce au soutien financier de sa mère Charlotte. C'est une chose assez extraordinaire parce qu'il n'était pas de coutume, dans les milieux bourgeois au XIXe siècle, d'encourager particulièrement une carrière artistique. Elle le soutiendra tout au long de sa vie. Héritier d'une famille aisée de notables de province, Auguste Bartholdi a les ressources financières et le statut social pour se consacrer à une vie d'artiste dans la capitale. Auguste Bartholdi rencontrera et fréquentera de nombreuses personnalités dans le monde artistique, mais également dans le monde politique. Et c'est grâce à ces relations politiques qu'un jour, il sera mis en présence d'une personne qui va véritablement changer le cours de sa carrière. Et cette personnalité très très importante n'est autre qu'Édouard de La Boulaye. Chargé de sculpter le buste de l'éminent politicien, Bartholdi se rend dans ses appartements privés. Cette première rencontre va s'avérer déterminante. Édouard René Lefebvre de La Boulaye est un républicain modéré. Professeur de droit constitutionnel, connu pour être un opposant à Napoléon III et un grand admirateur de la démocratie américaine. Monsieur Bartholdi, je crois savoir que vous êtes républicain. C'est exact, monsieur Laboulaye. À votre avis, pourquoi n'avons-nous pas de république en France? Parce que... C'est parce que nous n'avons pas la liberté. Et pourquoi n'avons-nous pas la liberté? C'est parce que la liberté en France est née du conflit, de la révolution et de l'excès. Mais nous avons besoin d'une nouvelle forme de liberté. Et le seul moyen de l'atteindre, c'est de créer une nouvelle république, en suivant l'exemple de nos amis américains. Pourquoi? Eh bien parce que là-bas, la liberté crée les institutions, ici elle les détruit. Vous avez fini? Non. Et pourquoi? Parce que vous persistez à bouger. Dans la bouche de La Boulaye, la liberté n'est pas un vain mot. Habité par les idéaux du siècle des Lumières, il admire par-dessus tout l'Amérique, qui a fondé sur ses valeurs la première république constitutionnelle de l'histoire. Au Nouveau Monde, la liberté est devenue réalité grâce aux combattants français qui, tel Lafayette, ont risqué leur vie pour l'indépendance de l'Amérique en 1776. Pour La Boulaye, l'Amérique et la France sont inextricablement liées. Il est convaincu qu'en France aussi, la liberté finira par triompher. En 1865, l'Amérique n'a que 90 ans. La moitié du pays est encore sauvage. Seul l'Est est colonisé et sa capitale, Washington, est en pleine construction. La Boulaye voit la jeune nation subir une terrible tragédie. 4 ans d'une effroyable guerre civile qui laisse 700 000 Américains morts sur les champs de bataille, au nord et au sud. Tout cela à cause du péché originel de l'Amérique, l'esclavage. Avec l'émancipation des esclaves, le président Abraham Lincoln achève la vision des pères fondateurs de l'Amérique. Désormais, tous les hommes naissent égaux et restent égaux devant la loi. 6 jours après la capitulation du Sud, Lincoln est assassiné. 6 jours plus tard, émerge l'idée de la Statue de la Liberté. Glatigny, avril 1865. La Boulaye convie des amis républicains à un dîner clandestin pour célébrer la victoire de la liberté en Amérique. Dans son journal, Bartholdi fait remonter l'origine de la Statue de la Liberté à ce fameux dîner. C'était une réunion d'hommes influents, en politique et dans les lettres. Leur conversation m'a tant intéressé qu'elle est restée fixée dans ma mémoire. Mes amis, à la fin de la guerre civile, à l'émancipation des esclaves, et bien sûr à notre ami tristement disparu
Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Quelle étrange ironie de l'histoire qui veut que nous aidions votre pays à découvrir la démocratie, pour ensuite la reperdre nous-mêmes. Émigrer en Amérique? Ce serait de la lâcheté. Mais peut-être est-ce vous qui devriez maintenant nous aider à la redécouvrir. Oui, mais comment? Dans 11 ans, l'Amérique fêtera le 100e anniversaire de son indépendance. Quel meilleur moment pour reformer les liens spirituels entre les États-Unis et la France? La gratitude entre nations n'existe pas. Chacun voit son intérêt propre. Je vous repose à nouveau la question. Comment? Par un monument. Pour témoigner des liens qui unissent nos deux nations comme deux sœurs. Monsieur Laboulaye invoqua le souvenir de combats aux aspirations communes, la communauté d'efforts et d'émotions entre deux nations. Il dit que quand des cœurs ont battu à l'unisson, quelque chose en reste toujours autant parmi les nations que parmi les hommes. Pour célébrer la liberté dont vous jouissez, pour appeler à la force. Je cite ces mots pour montrer comment l'idée est née et comment ses racines sont plus profondes que la simple ambition d'un artiste. Entre les États-Unis et la France. Vous êtes fou. Je trouve que c'est une excellente idée. Quelque chose vous arrête, monsieur Laboulaye? Pas quelque chose. Quelqu'un. Police secrète. Ils me surveillent. Pour certains, la liberté et la démocratie sont une menace. Incarnation d'un idéal contraire aux valeurs de l'Empire, la Statue de la Liberté est un projet bien trop subversif pour l'empereur. Mais les temps sont susceptibles de changer. Laboulaye attend son heure. De son côté, Bartholdi n'est pas encore prêt pour se lancer dans un tel projet. Il a d'autres ambitions. En 1867, Paris accueille la plus grande exposition universelle jamais organisée. Des milliers de visiteurs viennent admirer les exhibitions et les pavillons à la gloire du progrès scientifique, industriel et artistique de la France sous le Second Empire. Bartholdi vient d'achever une sculpture qu'il compte exposer dans le lieu le plus populaire de l'exposition universelle, le parc égyptien, conçu par un des pionniers de l'archéologie, Auguste Mariette. Bartholdi a choisi un sujet incontournable, Champollion, le père de l'égyptologie. Sa stratégie s'avère payante. Mariette place la statue de Champollion entre le temple d'Edfou, à la gloire de l'Égypte ancienne, et le pavillon de l'isthme de Suez, qui célèbre l'Égypte moderne. Et comme Bartholdi l'avait espéré, sa statue est remarquée par l'homme responsable de la transformation de l'Égypte, Ferdinand de Lesseps, le promoteur visionnaire du canal de Suez. Le canal de Suez, c'est la grande œuvre de l'époque. C'est comme aller sur la Lune. C'est un canal qui va relier deux mers. C'est un canal qui a mis plusieurs années à se construire, qui a nécessité l'emploi des machines à vapeur les plus perfectionnées de l'époque. Et de Lesseps, qui est le promoteur du canal, va connaître une gloire incroyable, va devenir le grand Français, le grand homme de l'époque, tout simplement parce qu'il a réussi des choses dont on rêvait, dont l'humanité peut-être rêvait depuis longtemps. Il l'a fait. Dans le pavillon de l'isthme de Suez, cartes et maquettes servent à impressionner les visiteurs en leur montrant l'ampleur et la modernité de l'entreprise. Ici, Bartholdi, comme des centaines d'autres Parisiens, prend la mesure de l'incroyable audace du projet. Un jour, j'ai planté ma tente ici. Il n'y avait pas un brin d'herbe. La soif était partout. Faites-moi confiance, ai-je dit. Et aujourd'hui, là où tout dépérit, je sème la vie. Sur ce désert, ici, il y aura des champs, des jardins, des palais et des villes. Des navires de toutes les nations longeront ces côtes. Il n'y a pas de limite à ce que peut la volonté de l'homme. L'ambition démesurée de Lesseps impressionne Bartholdi. Il cherche alors un moyen de s'associer à ce projet colossal.
La rencontre avec de Lesseps, évidemment, est déterminante. N'oublions pas que Bartholdi ne découvre pas l'Égypte à ce moment-là. Il l'a découverte 12 ans plus tôt, à l'occasion d'un voyage qu'il a fait en 1855 avec quelques peintres et sculpteurs. Bartholdi était revenu avec de nombreux dessins de la vie quotidienne en Égypte. Pionnier de la photographie, il avait aussi rapporté près d'une centaine de clichés. Et sa découverte des colosses de même nom avait enflammé son imagination. J'ai été rempli d'une émotion profonde en présence de ces colosses millénaires, témoins d'un passé qui est pour nous infini, et au pied desquels tant de générations, tant de millions de vies, tant de gloires humaines ont roulé dans la poussière. Ces êtres de granit, dans leur majesté imperturbable, semblent ignorer le présent et fixer un futur sans limite. En écho à ces édifices de l'Égypte ancienne, Bartholdi rêve d'un monument pour l'Égypte moderne. Mais à quoi pourrait-il ressembler? Il devra être à l'échelle du projet pharaonique du canal de Suez, tout en reflétant l'authenticité de ses habitants. Bartholdi choisit la figure d'une femme du Caire, porteuse d'eau, une félaïne. Une lanterne à la main, elle sera un phare gigantesque érigé à l'entrée du canal. Un hommage au progrès et au peuple égyptien. Un seul homme peut autoriser la construction de la statue, le souverain d'Égypte, le Khedive Ismaïl Pacha. Le Caire, 1869. Durant les 2 années qui se sont écoulées, Bartholdi a déployé des trésors de diplomatie pour obtenir un rendez-vous. Il a harcelé le directeur des arts en France et poursuivi le secrétaire du Khedive. Il a même rendu visite à l'impératrice Eugénie et tenté de s'appuyer sur de Lesseps, accaparé par l'ouverture du canal. Voici donc le fameux projet de phare. Oui, Votre Excellence. De quelle taille sera la statue? 19 mètres. Le piédestal fait 12 mètres. À peu près la hauteur du colosse de Rhodes. Je vois. Si je ne m'abuse, monsieur Bartholdi, les félaïnes portent généralement l'eau sur leur tête, non? Évidemment, Votre Excellence. Mais pas dans ce cas précis. Et le système d'éclairage ne serait-il pas plus approprié s'il était placé sur sa tête? Bien. Comme une couronne de lumière? C'est possible. Mais cela faciliterait même certainement la construction. Loin de moi l'idée de vous apprendre votre métier, bien sûr. Bien sûr. Mais je vous suggère néanmoins de reconsidérer ce point. Oui, mais Votre Excellence... Je dois dire que tout cela fut très intéressant, monsieur... Bartholdi. Bartholdi, bien sûr, monsieur Bartholdi. Merci de votre visite. Je vous laisse peut-être les plans. Si vous voulez. Oh, Bartholdi. Il veut mettre la lumière dans la coiffe. Elle est bien mieux la torche à la main, non? Écoutez, Bartholdi, nous sommes dans un siècle de mouvement. L'ère de la machine à vapeur. Je ne pense pas qu'il veuille investir dans le marbre. Et puis, si c'est une femme, il les préfère comme ça. Ne vous en faites pas, mon ami. Les goûts changent. Je suis sûr que votre phare trouvera sa place quelque part. Je vous donne ma parole que nous nous reverrons bientôt. La rencontre entre Bartholdi et le Khedive aboutit à un échec. Il en ressent une grande frustration
évidemment à l'égard du Khedive, mais aussi à l'égard de Lesseps lui-même, malgré l'admiration qu'il lui porte, parce que Lesseps n'a en aucune façon soutenu son projet. Bartholdi se rend sur le chantier du canal. Il est impressionné par l'ampleur et l'intensité des travaux, et il est bouleversé par la vision de ces gigantesques engins de métal qui émergent des sables du désert. Ces machines absolument extraordinaires ont frappé les imaginations. Ces machines étaient comparées à la beauté du Parthénon. Il y avait la beauté du Parthénon, il y avait la beauté de ces machines à la pointe de la technologie, une beauté toute nouvelle que les anciens n'avaient pas prévue. Pour Bartholdi, c'est un choc esthétique. Face à ces machines, son monument semble relégué au rang des antiquités. À 35 ans, Bartholdi est, comme l'Égypte, partagé entre l'ancien et le moderne, entre le crayon et l'appareil photo. Pour pouvoir réaliser ses ambitions, il doit devenir plus qu'un artiste. En 1890, on érige bien une statue monumentale à l'entrée du canal de Suez. Mais c'est une statue de Ferdinand de Lesseps lui-même. Bartholdi va vouloir, à la fois parce qu'il admire de Lesseps et parce qu'il y a un ressentiment, va vouloir réaliser dans son domaine propre quelque chose qui soit l'équivalent de ce que réalise de Lesseps. Et c'est là que ce qui va devenir la future statue de la liberté se met à germer dans son esprit. Bartholdi retravaille son sujet. La statue perd son costume égyptien pour devenir une figure plus universelle. Le modèle de 1870 introduit un mouvement subtil, une pose dynamique et moderne. En 1870, la guerre est déclarée. Bartholdi troque sa blouse d'artiste contre un uniforme de la garde nationale. La Prusse a envahi son Alsace natale. C'est une année chaotique pour la France et une année décisive pour le sculpteur de 36 ans. Ma mère, je déplore le triste spectacle de toutes les forces vives, de toutes les intelligences de deux nations appliquées à se faire le plus de mal possible, et cela par la faute de quelques grands ambitieux. Et surtout, je déplore que le bronze destiné à mes statues soit employé à fabriquer des canons. À part la résistance héroïque de Belfort au siège prussien, la France subit une série de défaites rapides. L'Alsace est perdue. La terre natale, si chère à Bartholdi, est occupée. Napoléon III est capturé avec 100 000 hommes à Sedan. Cette défaite humiliante précipite la chute du Second Empire. Un gouvernement de défense nationale, sans véritable pouvoir, est formé dans un Paris assiégé. Pendant ce temps, la guerre continue. Bartholdi reçoit alors une mission surprenante. Agent de liaison du gouvernement auprès d'une personnalité venue aider la République, Giuseppe Garibaldi. C'est un révolutionnaire, il se pose lui-même comme un révolutionnaire. Et Dieu sait si le gouvernement de la République, le gouvernement provisoire, lui, n'est pas révolutionnaire. Giuseppe Garibaldi avait combattu pendant 35 ans pour l'unification de l'Italie. Ses chemises rouges avaient mené des guerres de libération dans le monde entier. Républicain de réputation légendaire, Garibaldi s'était battu contre Napoléon III et les généraux français, à qui il vient maintenant offrir son aide.
La France a besoin de lui, mais ne lui fait pas confiance. Bartholdi est nommé chef d'escadron attaché à l'état-major de Garibaldi. Il est chargé de l'espionner parce que Garibaldi a un passé un peu sulfureux. C'est le républicain en action. Donc Bartholdi va vivre de l'intérieur la République incarnée par ce personnage très haut en couleur, vieillissant, il a déjà 63 ans à cette époque-là, perclus de rhumatisme, mais qui a un idéal totalement intact. Bartholdi va progressivement comprendre ce qu'est vraiment la République. Tandis que Bartholdi est au front à Dijon, le dernier acte de la guerre se joue dans un Paris qui souffre, assiégé par les Prussiens. En janvier 1871, le gouvernement finit par se rendre. Mais la garde nationale de Paris, milice citoyenne, refuse de déposer les armes. Le gouvernement se réfugie à Versailles, Paris se révolte et instaure la Commune. Brusquement, la définition du mot « liberté » est en jeu. Pour les républicains modérés, c'est en finir avec le régime autoritaire de l'Empire. Mais pour la Commune bien plus radicale, c'est le droit de vote pour les femmes, la séparation de l'Église et de l'État, la défense des travailleurs et le retour à l'idéal de la Révolution, la fraternité. De ces quelques mois de combats acharnés, il ne reste qu'une poignée de portraits retrouvés dans les archives de la police. Pendant la Semaine sanglante, en mai 1871, plus de 20 000 Parisiens sont tués par les troupes républicaines. Une moyenne de 1 par minute, jour et nuit, pendant 8 jours. Le gouvernement a préféré l'ordre à la liberté. Démobilisé, Bartholdi revient à Paris et découvre que sa ville de lumière a été réduite en cendres. Chère mère, les Tuileries sont brûlées. Le grand pavillon de la bibliothèque du Louvre, en face du Palais Royal, est brûlé. Le plus abîmé est l'hôtel de ville. Et ma pauvre rue Vavin, la troupe a percé les murailles et est arrivée dans ma cour. Les soldats se sont installés aux fenêtres et ont tiré de là sur les insurgés. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, Bartholdi a connu les violences de la guerre et de la Révolution. L'Alsace est occupée, son foyer est en ruine. C'est là, alors que l'Empire a sombré sous la défaite et la destruction, que les paroles de Laboulaye lui reviennent en mémoire. Il faut un monument à la liberté. Mon cher Laboulaye, j'ai besoin de me soustraire aux impressions douloureuses de cette année. Aux États-Unis, j'espère trouver quelques relations avec des amateurs, des œuvres importantes à faire, mais j'espère surtout arriver à la réalisation de mon projet de monument en l'honneur de l'indépendance. Je tâcherai de glorifier la République et la liberté là-bas, en attendant que je la retrouve un jour chez nous, si faire se peut. Mon cher Bartholdi, allez voir ce pays. Proposez à nos amis de faire avec nous un monument, un travail commun, en souvenir de l'ancienne amitié franco-américaine. Nous ferons une œuvre d'art qui aura une grande portée morale. La vue lorsqu'on arrive à New York est magnifique. C'est exaltant. C'est en effet le nouveau monde qui apparaît dans toute son étendue majestueuse, avec cette ardeur de vie rayonnante. Je crois que cette entreprise prendra de grandes proportions.
Bartholdi a le génie de la mise en scène. Il sait très bien et il repère très vite les lieux où il va ériger ses œuvres. J'ai trouvé un emplacement admirable. C'est l'île de Bedloe, au milieu de la baie, juste en face des Narrows, qui sont, pour ainsi dire, la porte de l'Amérique. Il y a d'autres îles, mais il voit tout de suite que ça ne peut être que là que l'on peut élever la statue. Le jour où Bartholdi arrive en Amérique, avant même de mettre pied à terre, il choisit le site de la Statue de la Liberté. Bartholdi avait imaginé que l'Amérique était un pays libre et organisé, bâti sur la raison, la modération et la maîtrise. Quelque chose d'une nouvelle Athènes. Mais 6 ans après la fin de la guerre civile, il trouve une nation désordonnée, débordante d'énergie et foisonnante d'optimisme. Chère mère, les États-Unis font penser à une femme ravissante qui mâchouillerait du tabac. New York est un chaos de foules pressées, dans des rues négligées. La chaussée est coupée de rails, le pavé défoncé, de part et d'autre des poteaux télégraphiques, des becs de gaz, des enseignes, des fils, des cordes tendues à travers les rues, des auvents déployés comme dans une foire, des marchandises déballées sur les trottoirs. Tout cela donne un style difficile à définir. Anglo, marseillais, gothico, dorico, chinois. Tout est grand, même les petits pois. On est dans une période d'expansion démographique, d'expansion industrielle, d'expansion agricole qui transforme complètement les États-Unis à un moment où la France doute, même si ce doute est passager, de telle sorte que le contraste est fort pour les Français qui vont en Amérique de constater que les États-Unis sont en pleine expansion alors que la France est en pleine réflexion sur ce qu'elle a fait et sur ce qu'elle va faire. New York est le point de départ de cette grande vague de prospérité et d'innovation qui s'empare du pays. Grâce aux lettres d'introduction de La Boulaye, Bartholdi a un accès privilégié aux politiciens, journalistes, industriels et artistes de la haute société. Il est accueilli à bras ouverts par Olmsted et Vaux, les architectes de Central Park, et par le sénateur Charles Sumner. Il rend visite au grand poète Longfellow qui note dans son journal « Un homme vif et intelligent, un républicain et un Alsacien ». Bartholdi réussit même à obtenir une entrevue avec le président Grant en villégiature avec sa famille dans le New Jersey. Mr. President, there are some drawings I wanted to show you about the statue. I was thinking of having it built on Bedloe Island, you know, in the Bay of New York. Liberty is the theme of the statue. A theme that unites our two nations. Please, and not so loud, Mr. Bartholdi. Fish are highly sensitive to noise. Fish? A fishing rod for Mr. Bartholdi. Il me fallait étudier l'esprit américain, la manière dont se font les choses, et ce que je pourrais faire pour me débrouiller dans cet océan. Pour cela, il était nécessaire que je m'américanise un peu, que je me familiarise avec le pays, les personnes et les choses, afin de trouver le chemin vers un succès triomphant. Première étape, les chutes du Niagara, un avant-goût de la nature colossale de l'Amérique. Il peint ici une aquarelle, la première d'une série qui retracera les différentes étapes de son long voyage. Car si sa principale mission est la promotion de son monument, il est aussi un touriste. J'ai voyagé de l'est vers l'ouest, du nord au sud, et j'ai visité presque toutes les grandes villes des États-Unis, et un grand nombre des petites, qui peut-être deviendront très grandes et que je ne reconnaîtrai plus.
À Chicago, Bartholdi mesure ce qu'est la réalité du Nouveau Monde. Déjà prospère avec ses 129 églises, la ville n'a que 38 ans. Elle est plus jeune que lui. C'est la dernière étape sur le transcontinental avant l'Ouest américain. En résumé, j'ai fait un voyage artistique à travers les villes et les régions sauvages. J'ai dessiné et peint et fait des rencontres partout. J'ai si bien employé mon temps pendant 5 mois que je suis revenu avec une connaissance de l'Amérique que bien peu d'Américains ne possèdent. De San Francisco, c'est une longue chevauchée en diligence jusqu'à la forêt de Sequoia, sa destination finale à la limite du continent. Cet intérieur de forêt est vraiment impressionnant. Et l'on se demande ce qu'a dû éprouver le premier homme qui est arrivé devant ce spectacle sans s'y attendre. Artiste et homme cultivé de l'Ancien Monde, Bartholdi est transporté par la vision des séquoias géants, plus grands que la cathédrale de Chartres, aussi vieux que les colosses de même nom. Le 15 septembre 1871, Bartholdi revient à New York. Il est temps de récolter de l'argent pour le monument. Il organise une présentation pour de riches républicains dans un des clubs les plus sélects de la ville. Join with me, gentlemen, in the creation of a new artistic wonder. I call it Liberty Enlightening the World. An international collaboration between France and America. A symbol of the bond that unites our two great nations. So, let me get this straight, Mr. Bartholdi. This is a gift to the American people, but you want to make them pay for it? Now that's what I call a smart business proposition. No, not exactly. The French pay for the statue. The Americans pay for the piedestal. Okay, what's the cost and where's the profit? Oh, gentlemen, please. This is not a question of material profit. Let's remember our shared ideals. Democracy. Liberty. In total, $250,000. 125 for the piedestal. A small price to honor liberty, I'm sure you will agree. Can I put my company name on it? That's an excellent idea. I think it is. La statue n'intéresse ces hommes d'affaires que si elle peut les aider à vendre de l'huile de moteur ou du fil à coudre. Les Américains sont pragmatiques. Bartholdi offre un cadeau dont ils n'ont pas besoin et qui coûte fort cher. 125 000 $ à l'époque représente plus de 5 millions aujourd'hui. Une somme considérable, même pour les hommes les plus riches d'Amérique. Ces Américains sont ouverts et généreux quand ils en ont le temps. Mais je peine à trouver quelques personnes un peu enthousiastes d'autre chose que d'elles-mêmes, ou du dieu dollar. Le caractère américain n'est guère accessible aux choses de l'imagination. Après 5 mois passés en Amérique, Bartholdi revient sans argent, mais il a trouvé un site pour la statue. Ce n'est pas la France. Tout ce qui les intéresse, c'est le profit. Un tel pragmatisme peut être une vertu pour atteindre un objectif. Et puis, vous avez rencontré de très grands hommes. Et de très riches hommes. C'est la baie de New York. Oui. Elle regardera vers la mer, vers l'ancien monde, elle marchera vers la France. Bien sûr. Mais les monarchistes sont encore trop puissants en France. Bon, cela ne pourra pas durer. Notre heure viendra, mon ami. Pour l'instant, il nous faut attendre. Je ne suis pas très doué pour attendre. Cela ne m'avait pas échappé. Alors, dites-moi un peu plus. En 1871, la République n'est pas instaurée en France. Il pourrait très bien y avoir le retour de la monarchie. Et il faut attendre, en somme, les années qui suivent
pour que l'orientation de la France se précise et pour que l'on voit exactement dans quel sens le régime en France va se construire. La liberté doit encore attendre. Mais le centenaire de l'Amérique, lui, n'attendra pas. Il reste 5 ans avant 1876. Bartholdi va également réaliser des bustes, il va peindre des tableaux, il va dessiner, il va prendre des photographies. Donc il travaille sur plusieurs fronts. Les chantiers sont véritablement menés de manière parallèle. En 1872, l'année qui suit son retour d'Amérique, un monument lui est commandé pour commémorer le siège de Belfort. Ce sera l'autre grande œuvre de sa vie. Bartholdi, qui est le génie des lieux, lorsqu'il visite Belfort, il voit la citadelle et il se dit mais c'est là que doit être l'emplacement. Et il leur propose un lion. Ouais, étonnement des Belfortins qui ne comprennent pas d'abord, qui trouvent ça très très bizarre. Bartholdi dit oui, oui, oui. Et il va insister et il va finir par convaincre. Et ça sera effectivement la figure d'un lion. Encore une fois, Bartholdi voit les choses en grand. Avec ses 22 mètres de longueur et ses 11 mètres de hauteur, le lion de Belfort est aujourd'hui encore la plus grande statue de pierre en France. Une statue colossale doit avoir une forme simple et audacieuse, avec peu de détails. Elle doit immédiatement impressionner le regard comme un tout. Un credo qui le guidera pour sculpter la statue de la Liberté. Auparavant, personne n'avait pensé à faire une statue de cette taille. 93 mètres de la torche au sol. 46 mètres 08 de la torche à la base. Une main de 5 mètres de long. Un visage de 5 mètres 25. Un nez d'1 mètre 48 de l'arche à l'extrémité. Érigée sur son île, telle une figure de proue face à l'océan, la statue doit être capable d'affronter vents et marées par-delà les siècles, contrairement au colosse de Rhodes, qui n'est resté debout que 46 ans avant d'être détruit par un tremblement de terre. Bartholdi sait que par le passé, les statues colossales, comme la légendaire Athéna de Phidias au Parthénon, ont toutes disparu. Dans l'Antiquité, l'art colossal est un concept très en vogue. Mais durant les siècles qui suivent, il y en a assez peu d'exemples, car sa réalisation implique une logistique trop lourde. Au XIXe siècle, on dispose de nouveaux moyens technologiques qui permettent enfin de fabriquer des sculptures à très grande échelle. Cette nouvelle mode du colossal va de la statuaire religieuse, telle la Vierge du Puy-en-Velay de 16 mètres de hauteur, fabriquée à partir de la fonte des canons pris à Sébastopol, à d'autres plus patriotiques, comme Bavaria, de 18 mètres de haut, allégorie de la Bavière, et Vercingétorix, de 7 mètres de haut, érigé par Napoléon III à Alésia pour glorifier les racines de la nation française. Les statues colossales qui ont été produites jusqu'à présent sont bien inférieures aux proportions de la statue de la Liberté. Mais la sculpture colossale ne consiste pas juste à faire une statue énorme. Elle doit provoquer une émotion dans le cœur du spectateur. Pas à cause de son volume, mais parce que sa taille est à la mesure de l'idée qu'elle interprète. Je peux.
Oui, c'est elle. La liberté américaine, qui d'une main tient le flambeau non pour enflammer, mais pour éclairer. La Statue de la Liberté s'inscrit dans une longue tradition née dans l'Antiquité. Le style de l'ouvrage est très similaire à celui des statues allégoriques plus anciennes. Il est assez général et facile à interpréter. Tous les symboles et les attributs de la statue sont aisément déchiffrables par le public. La torche levée vers le ciel illumine. La couronne et ses pointes représentent le rayonnement des connaissances. Les chaînes brisées symbolisent l'abolition de l'esclavage et la tablette rappelle les tables de la loi portées par Moïse. Ce sont exclusivement des métaphores de la raison et de l'ordre. Le style épuré repose sur de longues lignes et des surfaces lisses, rien qui ne vienne heurter le regard. L'allégorie de la liberté imaginée par Bartholdi est à l'opposé de celle peinte par Delacroix dans l'un de ses plus célèbres tableaux, La liberté guidant le peuple. La liberté de Delacroix est une femme du peuple agressive. Elle brandit un fusil, elle est coiffée d'un bonnet phrygien, elle est allégoriquement drapée avec les seins nus et elle piétine des cadavres sur les barricades. Le tableau de Delacroix rend hommage à la Révolution, au soulèvement du peuple. C'est un appel à la rébellion. C'est donc une représentation beaucoup plus violente de la liberté. La statue de Bartholdi promet une liberté exempte des affres de la passion, une république sans républicanisme et un monde politique dans lequel la féminité est discrètement mise à l'écart. Le 29 janvier 1875, c'est cette vision de la liberté qui va triompher. Après 4 années d'incertitude politique, les députés votent la constitution de la Troisième République, qui instaure pour la première fois en France un véritable régime parlementaire. Le projet de Laboulaye et Bartholdi sort de 10 ans de clandestinité. De symbole de la résistance à la dictature, la Statue de la Liberté devient l'incarnation de la victoire de la République. Sa construction peut enfin commencer. Mais d'abord, il faut la financer. Il nous en faudra 200 immédiatement, pour nos souscripteurs. Je vois. Cela pose-t-il un problème? Non, pas du tout. Non, ce qui sera difficile, ce sera de construire la vraie. Pourquoi? Bien parce qu'elle fera près de 50 mètres de haut et qu'elle devra être éternelle. Je suis sérieux. Je suis sûr que vous l'êtes, mon ami. Du moment qu'elle est prête à temps pour le centenaire. Il reste 1 an à Bartholdi pour préparer le cadeau d'anniversaire du centenaire de l'indépendance de l'Amérique. 1 an durant lequel il va devoir construire et financer sa statue en même temps. Le défi est d'autant plus difficile que Laboulaye a souhaité que la Statue de la Liberté soit le cadeau d'un peuple à un autre. Il n'y aura donc ni financement, ni soutien d'aucun gouvernement. Avec 60 000 kilos de cuivre offerts par un généreux donateur, le travail peut démarrer à la fonderie de Gaget, Gauthier et compagnie, 25 rue de Chazelles, dans le 17e arrondissement à Paris. Face à l'ampleur de la tâche, Bartholdi avance en terrain inconnu. Personne n'a jamais construit une statue aussi grande. Jusqu'à présent, aucune statue n'a jamais été faite dans les proportions extraordinaires de la Statue de la Liberté. Il est donc nécessaire de porter la plus grande attention à son exécution, de prévoir son support interne et les exigences du transport vers l'Amérique. Comment Bartholdi pouvait-il construire cette statue colossale, de très grande dimension, jamais vue? En pierre, comme on faisait les statues à l'époque? Trop lourd, trop important, trop difficile. En bronze épais, là aussi, trop compliqué, trop lourd. Il a choisi une technique, en fait, une technique ancestrale, utilisée dans l'Antiquité déjà, qu'on avait par exemple utilisée pour la construction de la statue d'Athéna au Parthénon, et dans de nombreuses autres statues, qui consistait à prendre une feuille de cuivre et à la marteler pour lui donner sa forme, la technique du cuivre repoussé. Pour une statue de la taille de la Liberté, cela veut dire 300 feuilles de cuivre d'1 mètre sur 3 à former à la main.
Mais passer d'un modèle réduit en plâtre à une statue de 46 mètres de haut est un sacré défi. Après une première ébauche d'1,25 m, j'ai fait un modèle de 2,80 m. Il est alors élargi 4 fois pour créer une statue en plâtre de 11 mètres que l'œil peut toujours englober en un seul regard. Cette statue est divisée en plusieurs sections, devant être reproduites séparément. Chacune est élargie 4 fois. Il faut 9000 mesures pour agrandir chaque section de la statue. Passé cette étape, les changements sur la sculpture ne seront plus possibles. La réussite repose sur la précision des mesures. Quand une section en plâtre est terminée, les menuisiers créent des profils en bois, puis les ferronniers martèlent et façonnent les feuilles de cuivre dans ces gabarits, reproduisant ainsi fidèlement le modèle original. Les photos du chantier commandé par Bartholdi permettent de retracer les différentes étapes du processus. La méthode du repoussé a une grande faiblesse. Le cuivre est trop mou pour tenir debout sans se déformer. Il faut une structure interne pour le soutenir. Bartholdi, en revenant d'Égypte, a l'occasion de visiter ce qui était alors la plus grande, ou l'une des plus grandes statues du monde, la statue de Saint-Charles Borromée, qui se trouve près du lac Majeur en Italie, construite au XVIIe siècle, et où la statue était formée de feuilles de cuivre repoussées, mais qui était portée sur un pylône en maçonnerie. Le Saint-Charles Borromée est une statue ordinaire. Rien dans le travail ne montre les principes de l'art colossal. Il n'y a d'intérêt que dans son exécution technique. C'est le premier exemple de l'utilisation du cuivre repoussé monté sur une structure solide. Bartholdi est sculpteur, pas ingénieur. Il se tourne vers le plus célèbre architecte de l'époque, qui a déjà l'expérience du colossal, Eugène Viollet-le-Duc, restaurateur de cathédrales. Viollet-le-Duc va donc proposer une structure non pas en maçonnerie, mais en métal, qui puisse être dotée de caissons qu'on peut remplir de sable. Ça permettrait de donner une assise à la statue, une stabilité face au vent puissant de la baie de New York, pour pouvoir porter l'enveloppe de feuilles de cuivre qui constitue la statue. Pour récolter les fonds nécessaires à la fabrication de la statue, Laboulaye a créé l'Union franco-américaine. Les premiers donateurs sont ses riches amis républicains. Le comité organise toute une série d'événements parisiens dont le plus remarqué est un gala à l'opéra pour lequel Charles Gounod compose un hymne à la liberté chanté par un chœur de 700 voix. À la fin de 1875, 400 000 francs ont été réunis. On est loin évidemment du 1 250 000 qui est en principe le prix qui avait été initialement prévu. Et on est encore beaucoup plus loin du coût final de la statue qui coûtera le double, plus de 2 millions de francs. Mais l'urgence est ailleurs. 1876 arrive. L'Amérique commence ses préparatifs pour les fêtes du centenaire de l'indépendance, prévues dans à peine 6 mois à Philadelphie. Bartholdi doit se rendre à l'évidence. Seulement 9 des 300 feuilles de cuivre sont achevées. La statue ne sera jamais prête à temps. Mais rater les célébrations du 4 juillet signifie la condamnation certaine du projet. Pour sauver sa statue, Bartholdi change de stratégie. Il se focalise sur l'élément le plus symbolique de la liberté, le bras qui tient la torche. Dans les ateliers Gaget, plâtriers, charpentiers et ferronniers redoublent d'efforts pour finir dans les temps. C'est cet étrange fragment, ce bras aux proportions gigantesques, que Bartholdi veut montrer à Philadelphie. Mai 1876, Bartholdi repart en Amérique. Il se prépare à réceptionner le premier morceau de sa statue, grâce auquel il espère faire sensation. L'exposition universelle de Philadelphie est la première en Amérique. Elle marque l'entrée sur la scène internationale de la jeune nation, aux côtés de celle de l'Ancien Monde.
Il y aura près de 100 000 visiteurs et Bartholdi a l'intention de tous les séduire. Mais son bras n'est pas encore là. Hormis ma peinture, je ne fais rien. Je n'arrive pas à grand-chose. J'attends toujours et j'attends encore l'arrivée de ce bras qui n'arrive pas. Le 4 juillet 1876, le bras n'est toujours pas là. Bartholdi prépare une immense banderole représentant la Statue de la Liberté, illuminée par des feux d'artifice. Il n'a rien d'autre à montrer. Le bras finit par arriver à Philadelphie avec 2 mois de retard. La fête du centenaire est passée, mais l'exposition continue de battre son plein. Les visiteurs se pressent pour découvrir cette nouveauté. Ils sont fascinés par ce bras colossal et sont prêts à payer 50 cents pour monter dans la torche. Des modèles miniatures sont vendus comme souvenirs. L'Amérique tombe amoureuse de la statue. Elle devient une icône alors qu'elle n'existe pas encore. Le miracle que Bartholdi espérait s'est produit. Bartholdi est désormais une célébrité. Invité chez son ami l'artiste John Lafarge à Newport, Rhode Island, il arrive accompagné d'une femme que personne ne connaît. Ah, he's here. It's good to see you again, Auguste. My dear friend. My wife, Margaret. Enchanté. Miss Jeanne-Émilie Baheu de Puisieux, my model. It's lovely to meet you. Come along with me. You want to freshen up after that dreadful train ride. I don't care if she's your model or not. You will have to marry her. Marry her? Yes, marry her. But why? Because the people you hope will finance your project have high moral standards, which they will expect you to meet. Charles! I'll send for the Reverend Brooks straight away. He'll perform the ceremony this afternoon. But I can't. Don't worry. He's very old, very blind, and very unlikely to ask any awkward questions. I refuse. Émilie Baheu de Puisieux, une jeune femme dont on ne sait pas très bien, il faut bien le dire, où il l'a rencontrée. Est-ce que c'est vraiment aux États-Unis? Est-ce que c'était à Paris? La question reste sans réponse. Bartholdi et Émilie donc se marient un peu précipitamment au domicile de John Lafarge. Ce mariage improvisé est une surprise pour sa mère Charlotte, qui écrit à son fils en ces termes. Heureuse, consent, approuve mariage. Deuxième lettre expliquera. Cette seconde lettre n'a jamais été retrouvée. Lors d'une séance photo prise pour illustrer la vie intime de l'artiste, Auguste et sa femme Émilie posent dans le salon tel un couple de bourgeois de l'époque. Mais dans la même série de photos, une autre relation est mise en scène, celle d'Auguste et de sa mère Charlotte. C'est une relation exceptionnelle. Ils se fréquentent très souvent, ils vivent pas ensemble, mais très souvent ensemble, et lorsqu'ils sont séparés, ils s'écrivent tous les jours. Donc c'est une relation qui a des incidences sur la vie sentimentale de Bartholdi. My wife. My wife. My wife, Emily. Charmed to meet you, madam. I understand your statue was a success in Philadelphia, Mr. Bartholdi. Yes, that's right. Capital, capital. I look forward to your presentation. Please, come in. Quand Bartholdi part en France, au début de 1877, il est persuadé que c'est dans la poche. Le comité américain pour la Statue de la Liberté est mis en place. Il a rencontré des personnalités éminentes de la politique américaine. La Statue de la Liberté, le succès est assuré. Il en est persuadé. Évidemment, il ne sait pas tous les obstacles qui l'attendent dès son retour en France. Bartholdi se remet aussitôt au travail. Le corps de sa statue en passe d'être achevé, une question reste en suspens. Quel visage aura la liberté?
Bartholdi, as-tu dormi un peu au moins? Non, mère. Je travaillais. Eh bien, viens déjeuner maintenant. Qui a donné son visage à la statue? On a parlé de sa mère, de Charlotte. Mais dans la correspondance entre Bartholdi et sa mère, qui est une correspondance très très suivie, très très nourrie, jamais Bartholdi ne fait la moindre allusion à ce modèle qu'aurait été sa mère. On a dit que la Statue de la Liberté, c'était le visage d'une fille de Paris que Bartholdi aurait aperçue pendant la Commune au moment des barricades. Seul problème, Bartholdi, pendant la Commune, n'était pas à Paris. On a parlé de la veuve Singer ou Singer, le roi de la machine à coudre. Mais là aussi, il y a un petit problème. Il ne l'a connu qu'au début de 1875. Le visage de la Statue de la Liberté existait déjà. En fait, on n'en sait rien. La seule chose que l'on puisse dire, c'est que le visage de la liberté fait penser beaucoup aux déesses de l'Antiquité qui ont été sculptées par Phidias et autres. Bartholdi démontre à nouveau son incroyable génie publicitaire. Il fait parader la tête des ateliers Gaget jusqu'au Champ de Mars et génère un défilé spontané de 1500 badauds enthousiastes. En 1878, au moment de la grande exposition universelle à Paris, Bartholdi expose la tête de la statue, mais la tête grandeur nature. Et c'est là que le public se rend compte de la taille de la statue, de son côté monumental. Et on peut voir la preuve tangible que cette statue n'est pas seulement une idée de l'esprit, un projet, mais quelque chose qui est en train de devenir une réalité. Le visage énigmatique aux proportions colossales enflamme l'imagination des visiteurs. Ils sont des centaines à monter à l'intérieur de la tête et à regarder à travers sa couronne. Bartholdi est ravi. Pour rester sous le feu de l'actualité, il crée d'autres événements publicitaires comme ce diorama en relief qui donne l'illusion de naviguer devant la statue dans le port de New York. 7000 visiteurs se pressent au prix d'1 franc chacun. Il savait comment créer des événements pour soulever l'enthousiasme. C'était un homme doté de beaucoup de charme. Et je pense que sans cela, il n'aurait jamais convaincu personne de le suivre dans ses projets qui, quand on y réfléchit, ont souvent dû paraître un peu fous à ses interlocuteurs, tout du moins très ambitieux. Malgré tout, il a mené ses projets à bien et les a orchestrés de main de maître, avec détermination et énergie. Je pense que son vrai génie résidait dans son âme d'entrepreneur. Paris, 1879. Messieurs, grâce aux contributions de 181 villes, de 40 conseils généraux et de 100 000 souscripteurs individuels, nous avons atteint notre objectif. Nous pouvons aujourd'hui garantir que notre monument à la liberté et à la démocratie, célébrant les liens entre l'Amérique et la France, sera achevé d'ici 4 ans, en 1883. Le financement désormais acquis, la construction peut continuer. Gaget, Gauthier et compagnie emploient maintenant près de 600 hommes. Des plâtriers, ferronniers, charpentiers et ouvriers travaillent sur la plus grande statue jamais fabriquée au monde. Mais alors que le chantier tourne à plein régime, soudain, tout doit s'arrêter. Catastrophe. Viollet-le-Duc,
L'architecte concepteur de la structure vient de disparaître sans laisser de plan pour assembler la statue. Bartholdi doit trouver de toute urgence un nouvel ingénieur. L'homme qu'il va recruter propulsera la statue dans la modernité. Son nom, Gustave Eiffel. L'idée de stabiliser le pylône au moyen de 9 niveaux de traverse horizontale et d'entretoises posées en diagonale comme ceci. On ajoute une bande de fer plate qui est reliée à la peau extérieure de cuivre et qui agit comme un ressort flexible. Eiffel a fait construire déjà un pont, le pont Maria Pia sur le Douro, à Porto, de 160 mètres. C'est la plus grande portée du monde à l'époque. C'est une structure métallique très légère, ajourée. Et c'est cette technique qu'Eiffel maîtrise parfaitement qu'il va proposer d'adapter à la construction de la structure de la Statue à la Liberté. Par des vents de 80 km/h, la statue oscillera de 8 cm environ et le flambeau jusqu'à 12 cm et demi. Mais rien ne la fera tomber. C'est intéressant. Intéressant. Bartholdi, c'est une révolution. Vous voulez faire partie de cette révolution? Bien sûr. Je veux qu'elle soit encore debout dans 1000 ans. Maintenant, mettons-nous au travail. La proposition ingénieuse d'Eiffel est de réduire le poids de l'enveloppe extérieure en la faisant reposer sur un pylône central en acier. C'est la technique du mur rideau. La statue ne résistera plus au vent de façon passive par sa masse, elle se déformera et reprendra sa forme selon les mouvements de l'air. De multiples calculs mathématiques sont faits pour évaluer la résistance des pièces de métal en prenant pour référence les ouragans les plus violents enregistrés en Amérique. Les feuilles de cuivre sont rigidifiées par des bandes de fer, elles-mêmes fixées aux poutrelles d'acier de la structure. Ainsi, chaque feuille est indépendante et son poids n'agit pas sur l'ensemble de l'enveloppe de cuivre. On retrouve exactement la même chose, le même processus, dans les gratte-ciel qu'on commence à voir apparaître à Chicago, à New York, à l'époque, qui est complètement contemporain, où on a là aussi des charpentes métalliques qui portent des enveloppes en pierre, avec des formes relativement classiques. En ce sens, la Statue de la Liberté anticipe par sa méthode, sa manière même d'être construite, l'architecture du XXe siècle. La structure s'élève maintenant au-dessus des toits de Paris. Durant les 4 années que va prendre sa construction, elle devient une véritable attraction. Les Parisiens viennent aux ateliers Gaget découvrir cette nouvelle merveille de près de 50 mètres de haut, le plus haut monument de Paris. Une fois n'est pas coutume, les bourgeois se rendent à l'usine et ils sont même prêts à payer pour la visite. Bartholdi fait payer, petitement, mais il fait payer quand même ses visiteurs. Cela dit, il ne fera pas payer ses visiteurs illustres, comme le général Grant, qui vient en 1879 à Paris. Le dernier jour de sa présidence, Grant a offert l'île de Bedloe au Comité américain de la liberté. Un acte majeur qui permet enfin d'envisager la construction du piédestal de la statue. Pour une statue monumentale, il faut évidemment un socle, parce qu'il faut la mettre en valeur, il faut l'élever même par rapport au niveau du sol pour qu'on la voie de loin, qu'elle se détache sur l'horizon. Et bien sûr, il faut la collaboration entre le sculpteur, qui était Bartholdi, et un architecte. L'architecte que les Américains choisissent pour concevoir le piédestal est le plus français des architectes américains. Formé à l'École des Beaux-Arts de Paris, Richard Morris Hunt a dessiné l'admirable façade du musée métropolitain de New York et il construit des résidences grandes comme des palais pour les nouveaux seigneurs de l'Amérique. Bartholdi avait imaginé au départ lui-même un socle inspiré des pyramides mayas avec des degrés, une espèce de petit temple au sommet qui aurait servi de support à la statue. Il va assez vite imaginer quelque chose de différent, moins américain peut-être d'inspiration, plus classique. Et ensuite, s'il va envoyer des croquis à Hunt, Hunt va les redessiner, va les retravailler, avec beaucoup de variantes, beaucoup de projets, d'échanges, de lettres, de croquis entre les deux. Hunt puise son inspiration dans le passé et se réfère notamment à l'une des merveilles du monde antique,
le phare d'Alexandrie. C'est un socle très important, majestueux, qui est composé d'une base dorique avec des boucliers sculptés dans la pierre, un fût qui s'élève avec des pierres apparentes, des pierres en bossage, qui va donner un côté rustique, un côté puissant à ce socle. Une loggia, une espèce de fausse fenêtre qui va lui redonner une échelle humaine, un couronnement avec un balcon, et ensuite seulement la statue. Et donc cet empilement, c'est ça qui constitue le socle très monumental, au fond, que Hunt dessine pour la Statue de la Liberté. Le piédestal est aussi une pièce d'ingénierie très sophistiquée, qui doit ancrer au sol les 100 tonnes du squelette et les 83 tonnes de l'enveloppe de cuivre de la statue. Ce grand piédestal en pierre, qui est déjà une structure très monumentale pour l'époque, plus qu'un grand immeuble, eh bien, il faut l'asseoir sur des fondations. On va creuser à 16 mètres de profondeur, on va couler beaucoup de béton. Dans le piédestal, on va inscrire des longues tiges en métal qui vont venir se noyer dans la maçonnerie pour arrimer la statue, lui permettre de résister aussi aux efforts du vent qui est violent à cet endroit. C'est ça qui va donner cette stabilité, finalement, à cette Statue de la Liberté. Le comité est séduit par le projet, mais le trouve trop cher. Il fait pression sur Hunt et Bartholdi pour qu'ils réduisent la hauteur du piédestal. Mais les deux hommes insistent pour que la torche de la statue dépasse de 10 mètres les piles du pont de Brooklyn, l'ouvrage d'art le plus haut de New York à l'époque. Les travaux du piédestal commencent. Une foule se rassemble sous une pluie battante pour assister à la pose de la première pierre qui renferme une copie de la Déclaration de l'Indépendance. Si le projet avance désormais de chaque côté de l'Atlantique, il est encore loin d'être terminé. Une nouvelle tragédie survient le 25 mai 1883. Édouard Laboulaye meurt. Ainsi se termine une relation longue de 18 ans qui avait rapproché ces deux hommes si différents dans une même vision de la liberté. Bartholdi va devoir continuer seul. Un an plus tard, Bartholdi accompagne un vieil homme le long de l'escalier étroit, jusqu'au bras de la statue. Le visiteur est si ému qu'il déclare « La forme au statuaire est tout, et ce n'est rien. Ce n'est rien sans l'esprit. C'est tout avec l'idée. » C'était le grand poète Victor Hugo. Pour Bartholdi, qui a quand même beaucoup collaboré avec le Second Empire, la caution républicaine de Victor Hugo, c'est tout de même quelque chose qui compte. Paris, le 4 juillet 1884. Après 9 ans de construction, la statue se dresse enfin terminée au-dessus des toits de la rue Chazelle. Il est temps pour l'Amérique de recevoir son cadeau présenté par le nouveau président de l'Union franco-américaine, Ferdinand de Lesseps. Cette statue est grande par sa conception, grande par ses proportions, grande par sa réalisation. Et c'est pour moi un grand honneur de présenter aujourd'hui ce cadeau à l'ambassadeur des États-Unis en France, Monsieur Levi Morton. Puisse-t-elle se dresser à jamais en témoignage de l'amitié entre la France et la grande République des États-Unis d'Amérique. Levi P. Morton, ambassadeur des États-Unis en France, accepte le don avec une certaine inquiétude. La statue est prête à être désassemblée et expédiée en Amérique, mais rien n'est prêt pour la recevoir. Le financement du côté américain a échoué. Le budget prévu de 125 000 $ a explosé. Les travaux ont dû s'arrêter faute d'argent.
Seule la fondation du piédestal est construite. La presse new-yorkaise se déchaîne, ridiculisant à la fois l'ambition démesurée du projet et l'incompétence du comité. Alors que tout semble perdu, un homme inattendu va se pencher sur le sort de la statue. Son nom, Joseph Pulitzer. If the money is not forthcoming, the statue must return to its donors, to the everlasting disgrace of the American people. Or it must go to some other city, to the everlasting disgrace of New York. Idiots! No, not you. This goddamn committee! Well, let's get out and get some news! Pulitzer était véritablement un homme de son temps. Il avait très bien compris le potentiel de la presse au moment où elle connaissait un essor fabuleux. Émigré de sa Hongrie natale, Pulitzer avait racheté le World au bord de la faillite et en avait fait le plus important journal de New York. Aujourd'hui, le prix Pulitzer est la récompense la plus respectée dans le monde du journalisme. Mais en 1884, le nom de Pulitzer était synonyme de presse à scandale et de racolage éditorial. There's an angle here somewhere, I know it. Listen, the $250,000 the statue cost was donated by the mass of the French people, by workers, by shopgirls, artisans. So why can't we do the same? Why should we wait for those millionaires in their fancy top hats to donate the money? Because they have the money. But is this a gift from France to the millionaires of America? No! It is a gift from all the people of France to all the people of America. Write it down. I want this on today's edition. I know that we have more than 100 millionaires in this city, every one of them capable of paying for the pedestal. They will open their wallet for a foreign ballet star, but for liberty, for the ideal of equality, not a chance. The World is a people's paper. We want the pedestal to be built with the dimes of the people, not with the dollars of the rich few. And we'll print the name of everyone who donates. Exactly. Even if it's just a penny. L'Amérique de 1884 est en pleine transformation. Elle est devenue la première puissance industrielle du monde. Mais le fossé se creuse à l'intérieur de la société. L'égalité entre les hommes est remise en question. Le capitalisme effréné crée la pauvreté pour les immenses masses de travailleurs émigrés, alors que des fortunes colossales se concentrent entre les mains d'un tout petit nombre. Il y a même une théorie qui parcourt la société américaine, c'est une théorie du darwinisme social, c'est-à-dire que ce sont ceux qui sont les plus aptes qui réussissent, ceux qui ne réussissent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas les aptitudes nécessaires pour obtenir tout le succès. La haute société new-yorkaise se presse dans les galas organisés par le comité dans l'espoir de compléter le financement du piédestal. Mais les riches invités profitent du prestige de la statue sans débourser le moindre penny. Comme Madame Cornelia Vanderbilt, la femme la plus riche d'Amérique, qui fait une apparition mémorable à un dîner mondain, déguisée en statue de la liberté. Je crois avoir déjà fait beaucoup pour ma grande fille, la liberté. Il n'y a dans toutes ces choses qu'une seule personne qui puisse souffler le feu et organiser. Quand je n'y suis pas, le souffle manque. De Paris, Bartholdi se mobilise à nouveau. Il propose au comité américain 2 modèles de statuettes pour les donateurs. Une petite pour $1, l'autre pour $5. Il publie une brochure retraçant la genèse de la statue. 20 années d'une épopée qui avait commencé par un dîner chez Laboulet, résumé en quelques dessins. Malgré tous ses efforts, le comité reste inefficace. Contre l'avis de tous, Bartholdi décide alors de forcer la main au destin et d'envoyer sa statue vers le Nouveau Monde.
Il ne laissera pas l'œuvre de sa vie rouillée dans une fonderie à Paris en attendant les Américains. Les Parisiens sont tristes à l'idée de voir partir la statue. Une pétition circule pour qu'elle soit érigée sur la butte Montmartre et cache ce Sacré-Cœur si détesté, construit pour expier les péchés de la Commune. Mais la Liberté est finalement démontée et empaquetée dans 214 caisses numérotées qui sont chargées à bord du navire Isère, la seule contribution du gouvernement français au projet. 2 jours après son départ, le navire est pris dans la tempête. Son charbon vient à manquer. Il doit continuer le voyage à la voile. Pendant 4 jours, puis 5, puis une semaine, on perd sa trace. New York retient son souffle. Où est passé le navire et sa précieuse cargaison? À l'aube du 27e jour, le navire entre dans la baie, intact. Des centaines de bateaux se précipitent pour l'accueillir. Le 17 juin 1886, la Statue de la Liberté arrive enfin à New York. Déchargé sur la terre ferme, un puzzle de 350 pièces attend son piédestal. Le drame autour du voyage de l'Isère donne un coup de fouet à la campagne de Pulitzer. Les dons commencent à affluer. This morning, Mr. Pulitzer, I'd like to... Listen to this, Mr. Pulitzer. Yes? I am a young man of foreign birth, and I've seen enough monarchies to appreciate the blessings of this republic. Enclosed, please find 25 cents. Here. It's beautiful. But we can do even better. Listen up! I want to see a note like this in every day's edition. Make them up yourselves if you have to. And remember, lots of heart, lots of democratic sentiment. L'argent afflue de tout le pays. 2 mois plus tard, un gros titre dans le World célèbre le succès de l'entreprise. 100 000 $ donnés par 120 000 personnes. Chaque nom imprimé sur la première page du journal. La campagne a fait grimper de 50 000 lecteurs le tirage du World. La statue entourée de 2 globes devient le logo du journal. C'est grâce à Pulitzer que la Statue de la Liberté a été perçue comme un symbole de la nation et du peuple. Je doute que la plupart de ceux qui ont contribué au financement du piédestal aient vraiment fait le lien avec les philosophes des Lumières ou avec la Révolution américaine, ni qu'ils aient vu liberté comme un étendard du progrès de l'humanité. À mon avis, elle représentait pour eux tout ce qui les avait poussés à venir s'installer dans ce pays. Le financement enfin rassemblé, la construction du piédestal peut reprendre. Il est érigé en à peine 7 mois. La statue prend place au-dessus de la baie de New York. The pedestal makes it too wide for a scaffold. They look like Lilliputians. Dix ans trop tard pour le centenaire, et 21 ans après que Laboulaye en a formulé l'idée, la statue est achevée. La statue est née pour ce lieu qui a inspiré sa conception. Que Dieu bénisse mes efforts et mon travail, la longévité et l'influence morale qu'elle doit avoir. Je suis heureux d'avoir pu consacrer les meilleures années de ma vie à avoir été l'interprète des cœurs nobles dont le rêve a été la réalisation de ce monument franco-américain. Le 28 octobre 1886, New York fête le Bartholdi Day et l'inauguration de la statue. Ils sont plus d'1 million à assister à la parade le long de Broadway.
Mais les fêtes officielles se passent ailleurs, au pied de la statue, sur l'île de Bedloe. Les invités ont été triés sur le volet. Pulitzer, l'homme qui avait rendu ce jour possible, n'est pas là, parce qu'il est juif et né à l'étranger. Aucun noir non plus n'est présent pour célébrer ce monument inspiré par la fin de l'esclavage. Aucune femme pour saluer cette colossale figure féminine. There stands Lady Liberty, but where's liberty for the women of this country? Liberty, liberty, liberty! Des suffragettes louent leur propre bateau et manifestent autour de l'île. Le président Cleveland, les membres du comité franco-américain, les politiciens et le clergé assistent impuissants à ce gigantesque vacarme. La pluie se met à tomber. Un garçon donne le signal par erreur et Bartholdi laisse tomber le drapeau au beau milieu d'un discours. La liberté est enfin dévoilée et personne n'a pensé à prendre une photo. Dans un siècle, nous ne serons alors que poussière et serons oubliés. Mais la statue restera. Elle sera le symbole d'une amitié qui, bravant les tempêtes du temps, se tiendra là, résistant aux vents qui rugiront autour de sa tête et aux vagues furieuses qui s'écraseront à ses pieds. En fin de compte, ce ne sont pas les républicains français qui ont donné sens à leur cadeau. Ce ne sont pas non plus les entrepreneurs new-yorkais qui avaient confondu la liberté avec le capitalisme débridé. Ce sont les millions d'hommes et de femmes émigrés de tous les coins du globe qui sont arrivés à New York à partir de la fin du XIXe siècle, qui ont donné un sens à sa torche et à son pas. La liberté éclairant le monde est elle aussi une immigrée. Née en France et implantée depuis plus d'un siècle dans le port de New York, elle en est venue à incarner l'Amérique et cet idéal partagé par les hommes et les femmes du monde entier, la liberté.